conséquences. Le confinement, ni stratégie ni complot, mais panique et entêtement, 17 mars, 10 mai 2020. Le déconfinement, l'immense déception d'une société déconfite, 11 mai, 31 août 2020. Reconfinement, le basculement dans une longue nuit sans Noël, 1er septembre, 28 novembre 2020. Donc tout le monde raccrochera ses vies personnelles et privées à cette chronologie. Et puis il y a une introduction qui s'appelle « La vie en pandémie », une étrange défaite, point d'interrogation. Alors, d'abord, c'est la thèse, ce livre, que nous vivons dans un nouveau pays, qui est la pandémie. Et vous allez questionner les conditions de la démocratie en pandémie. Comme Alexis de Tocqueville, voyageant en Amérique, décide d'interroger les conditions de la démocratie en Amérique. Donc ça, on ne va pas revenir sur la totalité des choses, mais en même temps, ça mérite d'être expliqué, d'autant plus que si vous regardez le mot pandémie pour le titre, en réalité, vous adoptez un lexique qui a été proposé par le directeur du Lancet, Richard Horton, qui veut parler de syndémie. Bon, il y a ce point. C'est le premier point sur lequel je vais vous questionner. Je vais annoncer les autres de façon à ce que vous puissiez un peu faire votre marché dans mes questions. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'il faut restituer le geste de ce livre, d'abord. Ensuite, alors ça, c'est lié à un petit travail que j'ai fait, pour ma part, de regarder ce qui avait été opposé au discours de guerre du président de la République, qui, quand il nous annonce le confinement, dans un discours de 21 minutes, utilise une métaphore en anaphore. Nous sommes en guerre, vous vous souvenez, 6 fois nous sommes en guerre, dans un discours élyséen d'assez courte durée. Et j'ai été voir ce qui lui avait été opposé. Et j'ai trouvé, alors je ne détaille pas, mais j'ai trouvé parmi ce qui a été opposé la surconvocation de la référence à la défaite de 40, qui ne peut pas, à mon avis, s'expliquer uniquement pour des raisons commémoratives, 1940-2020, et en particulier l'utilisation dans cette réponse de l'expression étrange défaite, qu'on doit à un livre magistral de Marc Bloch, qu'il écrit juste après la débâcle de juin 40, il a écrit pendant l'été 40 dans sa maison du Massif central, et il est édité après la guerre, après que Marc Bloch, grand résistant, a été fusillé par les Allemands, mais il a été écrit en 1940, l'étrange défaite. Et j'ai été frappé par le fait que vous pour votre part, vous faisiez 3 citations en exergue dans 4 parties, 3 citations de ce texte. Et je précise qu'à nouveau là, ma question est brillante parce que j'ai trouvé dans cette surconvocation de la défaite de 1940, en réponse à Macron qui préfère la guerre de 14-18 parce qu'elle est victorieuse et puis nous tenons, j'ai trouvé vraiment tout l'échiquier politique, toutes les variations de souverainisme, de gaullisme revisité, et donc, bien évidemment, je ne vous range pas dans ce panel-là, mais c'est mon attachement aussi au texte de Marc Bloch, l'étrange défaite, qui m'intéresse positivement dans le fait que vous l'ayez convoqué. Ça, ce sera mon deuxième questionnement. Et le troisième, c'est que maintenant qu'on a du recul dans la situation où nous sommes, de la situation politique et de la situation sanitaire, j'aimerais que vous regardiez la démocratie en pandémie avec le recul d'aujourd'hui, c'est-à-dire le recul du moment de la 3e dose. Merci beaucoup. Je vais vous répondre assez facilement. Je pense que les choses vont très bien s'enchaîner. Effectivement, il faut dire un mot de ce titre de la démocratie en pandémie. Il est très important d'avoir en tête qu'il y a une majuscule. La pandémie est un continent
puisque évidemment le titre est une allusion très claire à Tocqueville, de la démocratie en Amérique. De la démocratie en Amérique, c'est un livre qui a 150 ans, qui est le livre d'un libéral, hein, un aristocrate libéral qui a essayé d'expliquer à ses camarades de l'époque qu'il fallait quand même qu'ils comprennent que même s'il n'aimait pas la démocratie, il allait falloir s'y faire, puisque c'était le sens de l'histoire. Et donc, cet aristocrate, Tocqueville, essaie de laisser une place à cette démocratie, s'en accommoder d'une certaine manière, même s'il dit que c'est une enfant des rues très mal élevée et qu'il faut la mettre sous contrôle. Donc ce que va faire Tocqueville, c'est qu'il va montrer les dangers terribles de cette démocratie et il va essayer de la civiliser en la mettant sous contrôle de ce qu'on appelle à l'époque, en fait, depuis la fin du XVIIIe siècle, le gouvernement représentatif. C'est-à-dire, pas du tout la démocratie, mais le fait que nos représentants soient une élite de gens compétents et éduqués qui décident à notre place. C'est pour ça que nous les élisons. C'est pour ça qu'il y a l'élection. Parce que ce sont des élus avec un E majuscule. Et ceux qui élisent, les citoyens, la masse des citoyens est forcément incompétente. Donc, pendant très longtemps, ce livre de la démocratie en Amérique, surtout en France, dans les milieux des dirigeants, les milieux de l'école de sciences politiques, hein, de Paris, etc., c'était devenu, si vous voulez, le mantra des dirigeants. Et un peu partout, on a eu tendance à penser que cette prétendue démocratie, c'est-à-dire le gouvernement représentatif, où les droits individuels n'allaient pas cesser de croître et augmenter, où tout le monde allait avoir toujours de nouveaux droits, les individus, et où tout ça serait sous le contrôle des représentants, on nous a raconté que c'était le sens de l'histoire, et c'est arrivé jusque à la fin des années 80, enfin aux années 90, cette histoire de fin de l'histoire. Hein. Partout triompherait le marché et la démocratie, bref, la démocratie libérale. Ce récit des libéraux, ce grand récit des libéraux, c'est pour employer un terme qu'on utilise souvent, il est tombé en désuétude très rapidement, à partir des années 2000, où la démocratie est apparue de plus en plus dans ses discours dominants comme un problème, comme un inconvénient, comme une faiblesse, comme une tentative qu'on aurait essayé d'imaginer dans nos pays. Mais tout de même, en Asie, en Chine, etc., ils s'en sortent beaucoup mieux. Et quand même, dans un monde de crise, la démocratie, c'est compliqué. Ça prend du temps. On perd en efficacité. Et puis, la démocratie, très vite, au début des années 2000, c'est le populisme. C'est un danger. C'est plus seulement la tyrannie de la majorité, c'est l'irrationalité déchaînée des fous. Et donc, petit à petit, s'est installée cette petite musique, dans les mêmes milieux de Sciences Po, Paris et compagnie, d'une disqualification de la démocratie, jusqu'à finalement une forme d'oubli de Tocqueville, qui finalement est beaucoup moins à la mode que quand j'étais jeune. Et à la place s'est installé ce monde du terrorisme, de l'attentat islamiste, du plan Vigipirate, de l'accident industriel ou nucléaire, de l'état d'urgence permanent, de la crise écologique qui est aussi une crise sanitaire et industrielle, où on est en permanence sous des alertes, etc. Et la démocratie a été progressivement disqualifiée dans le discours dominant. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai donné ce titre, de la démocratie en pandémie, parce que je crois que le nouveau continent mental dans lequel on est, c'est celui d'un monde dégradé, soumis à des crises permanentes, des crises qui ne vont faire que se chroniciser, s'aggraver, et que par conséquent, pour nous sécuriser, il va nous falloir utiliser tout un arsenal de solutions technologiques, comme par exemple, alors évidemment, la forme archaïque, c'est le plan Vigipirate, mais ensuite ça devient le QR code, les techniques de contrôle, les alertes, les smartphones, les data, le contrôle des data, évidemment les solutions biotechnologiques, dont font partie les médicaments produits ou les produits de santé produits par les industries pharmaceutiques, qu'on appelle communément Big Pharma. Bon, voilà, ça devient, si vous voulez, le monde normal et le seul possible.
Et c'est ce nouveau monde dans lequel nous installe le Covid-19. Alors, pas du tout le SARS-CoV-2 lui-même, le virus, qui est un coronavirus, comme il y en a eu, comme il y en a pas mal qui circulent, et maladie émergente, une énième, pas non plus ni le Covid, c'est-à-dire la transformation, les effets pathogènes de ce virus sur les organismes affaiblis, mais les systèmes sociopolitiques que cette nouvelle épidémie problématique rencontre, qui sont des systèmes qui sont parfaitement prêts à abandonner la démocratie. Voilà ce qui se passe. Donc, et qui sont par ailleurs des systèmes qui sont à plat ventre d'admiration devant le géant chinois. Donc je pense que vraiment l'ombre de la Chine plane dans ce texte tout au long, et je pense que ce n'est pas un fantasme complotiste de ma part, je crois qu'il y a vraiment un problème, et qu'on n'est absolument pas au clair dans ces discours sur le rapport à la Chine. J'ai quand même entendu une émission invraisemblable, que je raconte dans ce livre, où Christine Ockrent et Axel Kahn, récemment décédés, ancien président du comité consultatif national d'éthique, nous dit très tranquillement avec Christine Ockrent que, et sans que ça pose aucun problème, sur une radio publique, que la démocratie, quand il y a une crise, c'est un inconvénient. Donc en gros, la démocratie, ça peut être intéressant, mais quand il commence à y avoir des problèmes, on doit passer à autre chose. Ça dit beaucoup de choses sur l'état où on est arrivé. Je rappelle quand même que nous avons hérité du sida, donc d'une autre pandémie. L'idée quand même très importante de la démocratie sanitaire. De démocratie sanitaire, il n'en a plus jamais été question à partir du 17 mars 2020. Jean-François Delfrécy a tenté timidement le terme, aucune reprise ou presque, dans les journaux ni nulle part. Éclipse amnésie. Donc, ça c'était pour le premier point. D'ailleurs, le deuxième s'enchaîne, parce que ce que vous venez de dire, c'est cohérent avec nous sommes en guerre. Oui, bien sûr. Parce que la démocratie c'est bien, et quand nous sommes en guerre, évidemment, on est dans régime d'exception, état d'exception, etc. Alors ça c'est pour le premier point. La syndémie, oui j'ai commencé par ça parce que c'est quand même assez extraordinaire. Relisez ou lisez cet éditorial de Richard Horton, donc de la revue britannique médicale internationale, très prestigieuse, The Lancet, qui nous dit que cette épidémie, elle est très très problématique, mais ce n'est pas une pandémie au sens où il faudrait bloquer toutes les lignes de contamination. C'est une très 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 mauvaise idée de partir dans cette direction, explique-t-il. Il explique que c'est une syndémie, comme énormément de maladies, c'est-à-dire que c'est une maladie qui frappe un certain type de public et qui vient révéler des maladies chroniques, des comorbidités, des inégalités sociales, des lieux où il n'y a aucune information, où il n'y a aucun soin, etc. Donc en fait c'est un révélateur des inégalités géographiques, sociales, etc. Donc au lieu de s'obséder à essayer d'éradiquer l'agent pathogène en bloquant toute forme de contamination, ce qui est de toute façon impossible, c'est une entreprise équivalente à celle de vider le tonneau des Danaïdes, ça n'a strictement aucun sens, il explique qu'il faut plutôt déployer une politique de soins pour les gens qui sont véritablement à risque de mourir par rapport à cette maladie, et donc tout simplement mettre en place des systèmes sanitaires pour aller auprès de ces gens, aller vers eux, les entourer, leur donner des informations du genre mettre un masque FFP2 dans un lieu saturé de virus, c'est le meilleur moyen de ne pas attraper le virus. Genre d'information, vous l'aurez remarqué, qu'on n'a jamais entendu pendant 1 an et demi dans notre pays. Le masque FFP2, personne n'en parle, personne ne le porte, ou presque. À la place, on a des espèces de fétiches. Le masque chirurgical, tout l'aérosol passe à travers, mais bon, tout le monde est content, on a un masque. Le gel hydroalcoolique dont on s'enduit, alors que la plupart du temps c'est par voie aérosol, le fait qu'on attrape le virus. Donc, on peut s'enduire tant qu'on veut de gel hydroalcoolique, ça n'a strictement aucun sens, c'est pas comme ça que ça s'attrape. Vous voyez, donc toute une série de fétiches de l'ordre de la superstition, mais absolument pas d'informations sérieuses, de soins délivrés aux personnes concernées. Pendant ce temps, le bataillon, pour reprendre la métaphore grossière, des soignants, des médecins généralistes, est resté les bras croisés dans leur cabinet, etc., à attendre les instructions de l'ARS, et les contre-ordres et les ordres n'ont pas cessé de leur compliquer le cerveau, au point que
mon médecin, chaque fois que je suis interrogée sur les vaccins, je ne sais pas, je ne comprends rien. Tous les jours, je reçois un nouveau. C'est incompréhensible. Donc, je m'en occupe pas. Pour tout ça, vous voyez, avec le vaccinodrome, ou ouais. Donc, vous voyez, c'est cette folie-là qui s'est installée. Et moi, pourquoi j'ai cité Horton, vous le comprenez, parce que c'est quand même une analyse médicale raisonnable de la situation. Ça nous dit qu'il nous faut une politique de soins, et ça nous dit que cette approche fantasmatique en termes de pandémie, au sens où à tout moment, vous et moi, nous pourrions mourir du virus dès que nous nous approchons l'un de l'autre, cette folie, en fait, elle a été malheureusement validée par ce qu'on appelle, au sens le plus large du mot, les intellectuels. Les intellectuels, c'est-à-dire les gens qui ont été éduqués, qui sont allés, qui ont fait des métiers qui leur permettent de manipuler des signes, des lettres, etc., et qui sont, au sens le plus large du mot, les journalistes, les savants, les gens qui savent, les gens qui ont une parole publique, etc., dans leur immense majorité, ils ont validé cette stratégie qui n'en est pas une, en fait, hein, cette mise en scène. Et là, évidemment, est venu à l'esprit Marc Bloch, parce que ce que raconte Marc Bloch dans L'étrange défaite, c'est que cette étrange défaite, elle est largement imputable aux intellectuels, à l'esprit d'école, à tous ces gens qui ont en réalité laissé s'installer Vichy. Donc j'ai continué en fait dans le tract à me disputer avec mon propre milieu, dispute que j'avais commencé à engager dans le petit livre jaune, où je me dispute vraiment de manière douloureuse, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de se disputer avec les gens les plus proches. C'est beaucoup plus douloureux d'affronter les plus proches, vos collègues, vos étudiants, vos soi-disant camarades syndicalistes. C'est beaucoup plus douloureux que d'affronter Emmanuel Macron ou Bill Gates, parce qu'eux sont manifestement nos ennemis ou nos adversaires. Là, vous en prenez aux gens avec lesquels vous vivez, avec lesquels vous travaillez, et c'est hyper difficile. Donc, j'ai poursuivi ma dispute avec mon propre milieu, parce que voilà, j'ai dit en gros, universitaires de tout le pays, unissez-vous. Et il n'y a pas eu de réponse. Rien du tout. Rien du tout, aucune réponse. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont peur? Est-ce que c'est parce qu'ils n'y connaissent rien et ils ont la fatigue pandémique? Est-ce que c'est parce qu'ils sont censurés par les médias? Moi, je pense que l'hypothèse de la censure par les médias n'est pas écartée. Parce que moi, à partir du moment où j'ai publié ce livre, c'était en janvier 2020, j'ai fait 3 émissions qui ont été énormément suivies et je n'ai plus jamais été invitée. Plus jamais. Pendant 1 an. J'ai été invitée à nouveau sur France Inter la semaine dernière. Et je suis invitée sur France Culture lundi pour discuter avec Jean-François Delfrécy, en public et en direct. Il se passe quelque chose. Pendant 1 an, on n'a plus donné la parole dans les médias publics, etc., etc. Appelez ça comme vous voulez. Ça veut donc dire que peut-être que plein de mes collègues ont envoyé des tribunes, ont envoyé des textes au journal Le Monde, au journal Libération, ont voulu faire passer des idées sur France Culture, sur les radios publiques, etc., et qu'ils ont été censurés. Qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Est-ce que c'est de l'autocensure? Est-ce que c'est de la censure? En tout cas, on en est là. Et donc, il y a une discussion à avoir avec notre propre milieu, avec le milieu des gens qui lisent, etc. Et là, vraiment, je veux dire, il y a vraiment quelque chose d'impardonnable, c'est de la part de la plupart des partis politiques, dits de gauche, qui ont absolument validé tous ces fantasmes, tout ce montage fictionnel, mais alors que eux, ils avaient la parole. Personne ne peut empêcher une candidate socialiste à l'élection présidentielle d'avoir le micro. Donc, nous avons eu un groupe parlementaire qui a courageusement, je les ai modestement contribué à les aider, qui a courageusement combattu le pass sanitaire,
Voilà, j'ai beaucoup échangé avec François Ruffin, j'ai échangé, je veux dire, c'est public. Lui, il m'a invité à sa télévision, pendant que vous n'invitez pas, dans sa cuisine, tout ça. Voilà, donc ça, on a fait ça. Mais je veux dire, on a été totalement isolés. Qu'a dit quand l'Europe Écologie Les Verts, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, ça ne les intéresse pas, c'est pas leur sujet. Le Covid-19, vous voyez, avec Emmanuel Macron, nous, on s'occupe de l'environnement. Ah, parce que ça n'a pas de lien avec l'environnement? Le Covid-19, les maladies émergentes, tout ça, la gestion des pandémies, c'est pas une question écologique. Alors c'est quoi l'écologie? Moi je ne comprends plus. Donc, tous ces partis, les syndicats, je n'ai pas envie de me fâcher contre tout le monde, les grands mouvements citoyens, etc., pour la plupart d'entre eux, ont validé le tissu de mensonges que nous servait tous les soirs Emmanuel Macron, Olivier Véran et ses amis. Donc, vraiment, il y a quelque chose de dramatique. Et eux, je ne leur pardonnerai jamais, parce que eux, ils avaient dit. Alors, de façon à pouvoir donner au bon moment la parole aux auditeurs, spectateurs, je voudrais qu'on introduise, il nous reste une toute petite dizaine de minutes pour que vous puissiez en parler, mais qu'on introduise Nietzsche et la vie. Alors, je vais tout simplement énoncer les objectifs que vous donnez dans votre introduction aux trois parties du livre, ou aux trois parties de la première partie, je crois, plus exactement. 1. Rappeler que la philosophie a constamment fait écran à la question de la vie, du corps et de ses conditions, alors même qu'elle prétendait en faire des objets sous le nom de la métaphysique moderne. Descartes, Kant, Schopenhauer, Hegel, Marx, Spencer, à des niveaux différents. Premier objectif. Deuxième partie, montrer comment Nietzsche a tenté de développer sa propre thérapeutique ou sa médecine de la culture, c'est-à-dire sa propre conception biologique de l'incorporation et de l'évolution. Ce sont deux concepts centraux chez lui. Dans un dialogue subtil qu'il a mené, un dialogue très précis avec les meilleurs biologistes de son temps. Vous apportez la plus grande importance au fait qu'à un moment, Nietzsche dit il faut que je me plonge au plus près de la réalité de ces questions de la biologie. D'ailleurs, un premier ouvrage sur Nietzsche portait ce titre, Nietzsche et la biologie. Et troisièmement, évaluer la force et la limite des voies ouvertes par Nietzsche en les confrontant à la philosophie contemporaine, là vous nommez James, Dewey, Bergson, Canguilhem et Foucault, et à l'histoire récente des sciences et de la vie, et de la vie et de la santé. Voilà. Donc, peut-être nous dire dans les 7-8 minutes avant que je donne la parole à la salle, quel est l'objectif de ce livre, qui est donc Nietzsche et la vie, sous-titré Une nouvelle histoire de la philosophie. Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, l'objectif est de montrer que Nietzsche peut nous aider à penser ce que j'appelle dans ce livre la crise écologique et sanitaire. Puisque je viens de le dire à propos du parti dit écologiste en France, imaginez qu'il y a d'un côté l'écologie et de l'autre le sanitaire, c'est vraiment ne rien comprendre aux enjeux de santé aujourd'hui qui sont largement liés à la crise écologique. Nietzsche, effectivement, c'est quelque chose qui est peu connu, mais c'est l'un des premiers philosophes à avoir identifié quelque chose comme une crise écologique et sanitaire. Il sait, alors c'est aussi le cas de grands penseurs américains au XIXe siècle, il sait que la révolution industrielle est en train de dégrader nos modes de vie au point de rendre nos conditions de vie peut-être impossibles. Et il le sait dans son corps. Par exemple, il travaille beaucoup sur le problème de la digestion, de la nutrition. Il est lui-même malade et il sait que nos nouvelles manières de vivre des pays industrialisés sont une véritable menace sur la vie. Donc il a une réflexion là-dessus, mais au lieu de vouloir un retour à la nature, au sauvage, à la vie sauvage, comme tenteront de le faire certains Américains, vous
connaissez tous, j'imagine, cette littérature, hein, lui va le faire, va essayer d'affronter la question en médecin et en étudiant la biologie, en étudiant les sciences de la vie et de la santé. Et c'est un aspect de la philosophie Nietzsche qui est absolument méconnu. Ce qui m'a toujours apparu stupéfiant, parce que c'est quand même étudié par des ouvrages érudits dans les Nietzsche-Studien, les études sur Nietzsche, il y a des livres, des articles là-dessus, et moi-même j'ai contribué à ces études il y a déjà 20 ans, et il y a tant de choses à en retenir, donc c'est tout à fait passionnant. Donc ça c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est de montrer que lorsque Nietzsche fait cela, en fait il n'est pas isolé, et il s'inscrit dans un mouvement, dans un tournant, ce que j'ai appelé un tournant philosophique, parce que Nietzsche n'est pas un homme si isolé que ça, en réalité c'est une éponge, hein, Nietzsche, à la fois émotionnelle, affective et intellectuelle, hein, il sent tout ce qui se passe dans son époque, et il est en fait pris dans un tournant où une bonne partie des penseurs, des philosophes, sont en train de comprendre que l'un des enjeux fondamentaux, ça va être la question du gouvernement de la vie et des vivants. Et ça va être la question de savoir comment gouverner l'avenir de la vie et des vivants. Et donc ça pose aussi des questions politiques, et le croisement du politique et du biologique. Et on va avoir des penseurs, par exemple les pragmatistes américains, qui m'intéressent beaucoup depuis Il faut s'adapter, comme William James, John Dewey, etc., mais aussi d'autres penseurs qui ont de toute autre sensibilité politique, comme Bergson, ou encore Canguilhem. De grandes philosophies de la vie et du vivant vont se développer suite au choc de la révolution darwinienne. C'est un choc puisque à la suite de Darwin, on va commencer à réaliser que nous-mêmes, nous évoluons, et nous-mêmes, nous sommes une espèce en train de nous transformer, et donc évidemment ça transforme tout, ça transforme la philosophie de la connaissance, la philosophie morale, tout se transforme. Donc on a cette lignée-là, et Nietzsche fait partie de ceux qui imposent ce tournant, et malheureusement, du fait de l'histoire européenne, en particulier de la Seconde Guerre mondiale, toute forme d'entrecroisement du biologique et du politique vont devenir un sujet tabou. Et donc, toutes ces philosophies de la vie et du vivant vont être brutalement stoppées, abandonnées. Et on va à la place avoir des philosophies de l'histoire qui vont toujours considérer que le biologique est un matériau qu'il ne vaut mieux pas toucher quand on a des mains philosophiques et qu'il vaut mieux laisser ça au laboratoire de biologie moléculaire. C'est par exemple ce que fera Michel Foucault, hein, ce que je lui reproche dans l'ouvrage. Même si j'aime Michel Foucault, je vous rassure, mais je lui dois beaucoup. Mais voilà, il y a donc une nouvelle histoire de la philosophie à écrire à partir de ce tournant qui oblige à réévaluer complètement la rupture moderne, ce que la modernité a raté, ce qu'elle a réussi. Et donc j'ai essayé d'esquisser, c'est vrai, avec ce sous-titre totalement immodeste, hein, vous avez tout à fait raison, une nouvelle histoire de la philosophie. Quand je fais un âge où on peut tenter des trucs, donc je l'ai fait. Modeste, il est attractif. Aussi.